Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? Quelle semaine? Ça a été la semaine, vous vous en doutez, de notre président théâtral Emmanuel Macron qui s'est donné en spectacle dans la salle de l'Élysée où l'entrée était gratuite pour les quelques 250 journalistes qui étaient quasiment obligés de venir et pour les nombreuses chaînes de télévision qui devaient diffuser la longue conférence de presse qui s'est éternisée sur 2 heures de vide sonore de notre président de la République. Alors on a eu affaire à du De Gaulle le petit, le tout petit. Hein. On a vraiment l'impression que le président de la République a voulu singer les grandes conférences de presse du général de Gaulle, mais que malheureusement l'imitateur n'est que le bruiteur. Et cette tentative d'organiser une conférence de presse à la hauteur des anciennes conférences de presse a totalement échoué. Pendant 2 heures, jouant sur la harpe narcissique, Macron a fait finalement son éloge. Devant 250 journalistes qui étaient là à l'écouter, un peu captifs. Mais ce qui est intéressant quand même et qui devrait faire réfléchir un peu tout le monde, c'est que d'habitude, à 21h, heure fatidique où Macron entra dans les foyers français, le nombre de téléspectateurs présents devant les postes, comme on disait autrefois, atteint en général 21 millions. D'habitude. Ce soir-là, quand Macron est apparu sur l'écran de nos Nuits Blanches, il n'y avait plus que 8,7 millions de téléspectateurs. C'est dire que, alors même qu'il y avait 8 chaînes pour diffuser son intervention, il a fait 1/3 de l'audimat. Il n'a passionné ou endormi qu'1/3 de l'audimat habituel des 8 chaînes de télé monopolisées pour nous montrer son visage et nous faire entendre son propos. Un bide, quoi. Un bide. En même temps, pour les chaînes, ça a été une sacrée perte d'audience et puis une sacrée perte également de publicité. Bon, enfin, qu'est-ce qui ressort de cette conférence de presse orchestrée, une espèce de grand opéra narcissique? Bon, on apprend par arrêt sur image des missions de Schneiderman, que j'ai pas, je vous le dis tout de suite, en grande sympathie. On apprend que toutes les questions auraient été préparées à l'avance et que les journalistes habilités à poser les questions auraient été choisis comme on le faisait autrefois dans la Russie de Staline ou dans tous les pays d'Amérique du Sud à tendance dictatoriale. La seule qui a pu poser, semble-t-il, une question un peu dérangeante, c'est Laurence Ferrari, et évidemment, on a vu au moment où elle a posé sa question qu'elle dérangeait, puisque Macron s'est énervé. Lui qui était jusque-là installé dans un long fleuve tranquille, le fleuve tranquille de son propre propos, a eu l'air dérangé. En revanche, quand Benjamin Duhamel, qui est le cousin de la ministre de l'Éducation nationale, dont le père est ancien directeur de France Télévisions, et qui est, je crois, sauf erreur de ma part, le fils de Nathalie Saint-Cric, donc il doit avoir, pour faire une carrière dans la télévision et dans le journalisme, une tâche difficile, très difficile. Il n'y a plus de noblesse, mais il y a quand même quelque part des aides familiales qui existent. Hein. Alors lui, il a posé, bien sûr Macron ne s'y attendait pas, ça a été une surprise pour lui incroyable, il a posé la question concernant sur le RN. Macron, qui ne s'y attendait pas, a évidemment pu répondre en étant fort agressif à l'égard du Rassemblement national du reste, qui semble vraiment lui foutre maintenant la trouille. Ça a été quoi cette conférence de presse? Moi j'en ai discuté avec des amis, on a essayé d'être relativement objectif, c'est difficile, il faut le reconnaître. Hein.
Et on arrive tous à la même conclusion, quoi. C'est un exercice complètement nombriliste, hein, un peu acnéique, un peu juvénile. Hein. On a eu droit au rototo des mots, la re-refondation, la re-régénération, la re-révolution, la re-reconstruction, le re-armement. Bon, avec tous ces il arrive quand même que derrière, c'est le désastre. Hein. S'il veut réarmer, c'est qu'il n'a pas armé. S'il veut refonder, c'est qu'il n'a pas fondé. S'il veut révolutionner, c'est qu'il n'a pas bougé. S'il veut reconstruire, c'est qu'il a détruit. Et voilà, il est lui-même le médecin légiste du propre cadavre. Il est lui-même le médecin légiste de l'état tout à fait effroyable dans lequel se trouve la France, ce champ de ruines. Si on veut exactement savoir ce qu'il faut penser de Emmanuel Macron, alors âme sensible, s'abstenir. Hein. Il faut écouter la fameuse Cabana. Vous savez, la compagne de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, quand elle parle de Macron, dans une espèce d'excitation, oui, employons le terme d'excitation pour ne pas être désobligeant. Elle dit Macron, c'est une invite de prendre le monde par la droite, par la gauche, par devant et par derrière. Je lui laisse la responsabilité et la lecture subconsciente de ses propos. C'est elle qui l'a dit, ce n'est pas moi. Voilà. Alors, dans un pays au bord du chaos, pays où nos enfants ne savent toujours pas très bien lire ni compter, où les professeurs se font égorger, où la violence à l'école sévit de plus en plus, à tel point que les professeurs sont terrorisés en arrivant dans la salle de classe, où la dette du pays est irréelle, plus de 3 000 milliards d'euros, où l'insécurité sévit partout, où la pauvreté ravage, où les hôpitaux sont exsangues, où les défaillances d'entreprises atteignent un niveau record au 4e trimestre de 2023 du jamais vu. Dans ce pays-là, Macron a trouvé une explication aux émeutes, aux difficultés que nous rencontrons. Oui, après avoir longuement réfléchi, il a enfin trouvé une explication. Vous la connaissez, je vous la rappelle. Pour lutter contre les émeutes, parce que les émeutiers, dit-il, sont des jeunes qui ne vont pas en vacances à la mer et qui s'ennuient, eh bien, il faut leur donner la mer et éviter qu'ils s'ennuient. C'est vrai qu'à Marseille, il y a eu des émeutes, mais il n'y a pas la mer. Alors, il faut supposer. Hein. Alors, s'ils s'ennuient, qu'est-ce qu'on peut organiser comme jeu? Des jeux de pillage de grands magasins, tiens, une fois tous les 3 mois, des jeux de règlement de compte fictifs dans les banlieues. Non, mais vous vous rendez compte qu'un président de la République, dans une conférence de presse, peut dire une telle absurdité, une telle bourde frappée d'une immaturité absolue. Mais pour le croire, il faudrait être complètement amnésique. Il faudrait avoir perdu toute mémoire. Comment peut-on écouter l'éloge de la culture française faite par un président qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française? Comment peut-on l'écouter faire l'éloge de la frontière alors qu'il a lui-même dit que c'était un anachronisme? Comment peut-on l'écouter faire l'éloge de la nation alors qu'il veut tout diluer dans l'Union européenne à tel point qu'il surpasse la souveraineté nationale par une souveraineté européenne? Comment peut-on le croire quand il fait l'éloge d'une politique nataliste alors qu'il s'en est toujours foutu? Et pas un mot sur l'immigration, jamais abordé. Il citera Naël et il oubliera Thomas.
Voilà, c'est une conférence de presse dans laquelle on a tous sombré dans les profondeurs abyssales, angoissantes d'un nombril. Et si on parlait maintenant, pour être dans l'actualité, comme on dit, de Jordan Bardella, auquel Complément d'enquête a consacré un numéro. Drôle de numéro que Complément d'enquête. Alors, Jordan Bardella, vous vous en doutez, je le connais bien, du temps où j'étais au Rassemblement national, et je peux en parler en toute liberté, puisque je ne suis plus au Rassemblement national, et je ne suis plus nulle part du reste, ce qui fait que je suis très bien. Cette émission très orientée, bon, très politique, très méchamment, médiocrement politique même, veut se payer des gens, voilà, les uns après les autres. Hier, c'était Bardella. On attend avec impatience, du reste, qu'il y ait un complément d'enquête sur Macron et son environnement. Ce serait intéressant peut-être, hein. Mais à mon avis, on ne risque pas de le voir de sitôt. Alors, Jordan Bardella, on va aller vite, hein, parce que ce n'est pas la peine d'y consacrer un temps fou, est présenté dans l'émission comme le grand remplaçant de Marine Le Pen. Tiens, il y a aussi du grand remplacement dans cette équipe dont l'un des anciens collaborateurs, M. Cardoz, nous explique qu'ils sont un peu, quand même, dit-il, je le cite, un islamo-gauchiste, hein, et qu'ils sont, dit-il, très partisans politiques. Hein. Il raconte même que lorsqu'il avait voulu faire un reportage sur la France insoumise, on lui avait dit qu'il ne fallait pas le faire parce que, je cite, la France insoumise nous donne tellement de dossiers qu'on ne peut pas travailler contre eux. Et il ajoute, je suis tombé de l'armoire. Oui, il aurait pu dire du placard, parce qu'il y a toujours un cadavre dans le placard. Bon. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette émission? Rien. En réalité, on en apprend beaucoup plus sur l'émission que sur Bardella. Il aurait eu un faux compte qui aurait tenu des propos racistes, homophobes, favorables à Le Pen et qui aurait parlé de journalope. Bardella conteste absolument que ce compte soit à lui, et on a, à dire vrai, pas beaucoup d'éléments qui permettent de démontrer que ce compte lui appartient. Il aurait été le compagnon de la fille de Chatillon. J'aime pas beaucoup Chatillon, mais je ne vois pas en quoi le fait que Bardella ait été le compagnon de la fille de Chatillon ferait de Bardella un proche de Chatillon. Sinon, on va faire l'analyse de toutes les relations pour en tirer des conséquences. Vous me direz, je l'ai fait tout à l'heure avec Duhamel, mais ce n'est pas le même champ d'introspection, vous me l'accorderez. Bon. Il y a aussi une photo avec Jean-Marie Le Pen. Alors là, complément d'enquête, qui porte très mal son nom, en tire bien évidemment la preuve que Bardella aurait des liens avec Jean-Marie Le Pen. Et alors, et après? Et puis une photo, ça ne prouve rien. On a bien une photo de Geoffrin avec Jean-Marie Le Pen. On ne va pas dire pour autant qu'il a milité au Rassemblement national. Bon, mais tout ça, c'est fabriqué, vous comprenez, c'est fait pour nuire. Alors, l'ancien coach qui aurait formé Bardella, qui ne travaille plus avec lui maintenant, donc qui a été viré, qui a donc des raisons d'être cocu. C'est un peu ça. Parce que maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des régiments de cocus qui viennent déblatérer sur celles et sur ceux qu'ils ont fréquentés et qui ne fréquentent plus. Voilà, alors ça c'est la source d'informations premières. Les mécontents, les rancuniers, les cocus, les jaloux, c'est devenu ça l'information, hein. Le rendez-vous de tous les encornés du pays qui viennent donner des coups de corne de leur rancœur, de leur méchanceté, de leur jalousie. Voilà, et le coach, comme on dit, nous apprend croire que Bardella serait une coquille vide et qu'il aurait tout fait pour faire de lui, en lui apprenant à sourire, parce qu'il fallait l'intervention de ce personnage pour qu'il apprenne à sourire, que c'est un garçon également qui ne travaillait jamais. Bon, moi je l'ai fréquenté, Bardella, ce que je peux te dire, et croyez-moi, je serai amené à dire des choses déplaisantes sur des gens du Rassemblement national, comme sur des gens de Reconquête, comme sur des gens d'autres partis, parce que je m'en fous complètement et que je n'ai qu'une envie, c'est de dire ce que je pense, à mes risques et périls.
Bardella, c'est pas une coquille vide, c'est loin d'être un imbécile, c'est un garçon courageux, travailleur, qui a beaucoup de mérite, et pour l'avoir fréquenté, et pour ne lui devoir rien, et pour n'attendre rien, je peux vous dire qu'il ne méritait vraiment pas ce que Complément d'enquête a pu redire sur lui. Attention, je ne vais pas en dire autant de beaucoup d'autres. Mais pour ça, il faut que vous nous suiviez et que vous me regardiez dans les prochaines émissions. J'aurai des choses à raconter. On a reçu une communication de Frontex. Vous savez, c'est l'agence qui est censée s'occuper des frontières dans l'Union européenne. On apprend à la lecture de ce document qu'il y a eu en 2023 300 000 migrants, soit 17% de plus par rapport à 2022. C'est beaucoup, c'est considérable. 80% des migrants sont des hommes jeunes et célibataires pour l'essentiel. Alors qu'on arrête de nous raconter des histoires, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de Frontex, 80% des migrants sont des hommes jeunes et célibataires. Il y a 47% de migrants africains sur l'ensemble des migrants. Ils viennent par 3 routes, la Méditerranée centrale, la Méditerranée orientale et les Balkans occidentaux. J'espère qu'on dit Balkans occidental. Non, on dit Balkans occidentaux. Mais là, j'ai voulu faire un petit moment d'hommage à séjourner. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Il y a eu en tout 145 000 demandes d'asile en France, selon Frontex. Vous entendez bien, 145 000 demandes d'asile, soit une hausse de 6%. La France est le 2e pays européen, après l'Allemagne, en termes de demandes d'asile. Cette année, le plus grand nombre de demandes de réfugiés a été enregistré en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on en est là aujourd'hui, et Macron, quand il fait sa conférence de presse, lui qui se veut capable d'une vision européenne, n'a pas un mot sur le problème que ces chiffres quand même soulignent concernant l'immigration. C'est quand même particulièrement scandaleux et grave. Comme d'habitude, je ne vous quitte pas sans vous demander de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. On a de plus en plus d'abonnés, c'est génial, mais plus on va en avoir, plus ce qu'on va dire va porter, plus les vérités qu'on veut véhiculer seront entendues. Donc on a besoin de vos abonnements pour que votre voix, ce que vous nous rapportez, ce que vous nous racontez, ce que nous dénonçons, puisse porter. Merci de nous rejoindre. Vous faites partie de la cohorte des hommes et des femmes qui parlent haut.